Première question, j'espère comme ça que les gens font circuler la parole. Vous nous avez fait une magistrale démonstration. Si on avait douté de la pertinence d'organiser un séminaire sur l'empowerment, vous nous avez démontré qu'on avait raison de le faire. Et vous nous avez amené, vous nous avez promené sur des territoires totalement inattendus pour nous. Donc je trouve que c'est déjà extraordinaire d'introduire comme vous l'avez fait. On pourrait faire, j'allais dire, des séminaires rien qu'en reprenant un certain nombre des plans que vous avez mis en perspective. Ça, c'était le premier point. Et je voulais, au nom du public, vous en remercier. J'espère qu'on va être à la hauteur à chaque rencontre et qu'on tiendra compte de tout ce que vous avez identifié comme champ inattendu. Voilà. La vraie question que je voulais vous poser était la suivante. On parle pouvoir d'agir. Nous, souvent, on a pensé au devoir d'agir. Parce que souvent, les personnes qui sont à l'initiative de l'agir sont dans des situations d'urgence existentielle, sociale, que ce soit la relégation sociale, le mépris. Et si on prend un modèle qui est d'une actualité avec le film qui a été consacré à ACT UP, quand on regarde historiquement, c'est des gens qui ont compris non pas le pouvoir, mais ont compris la responsabilité d'agir face à l'inertie, l'indifférence, le mépris, la relégation, voire le meurtre, d'une certaine manière, au niveau identitaire. Donc, est-ce que ce qui caractérise, parce que ce qui sera intéressant à travers notre séminaire, c'est de voir les figures du pouvoir d'agir, à travers d'ailleurs des acteurs, puisque dans le plan qui a été organisé pour ce séminaire, il y a à la fois la réflexion théorique, donc on voit qu'elle est enrichie parce qu'enracinée dans la réalité, et puis il y a tous ces éclairages de ceux qui ont osé agir. Mais quand on regarde, ne serait-ce que dans le domaine de la santé, les parents d'enfants autistes, qui ont agi contre une certaine forme d'inertie, voire le mépris des psychanalystes. Quand on regarde, on pourrait serrer jusqu'à demain matin toutes ces initiatives de gens qui, dans la solitude, qui n'avaient l'expertise que leur vécu au quotidien d'une confrontation à l'insupportable, comment ils ont été inventifs, à la fois de projets, j'allais dire créatifs, de renouvellement de notre pensée sur des sujets dont on avait le sentiment qu'ils étaient cadrés, qu'ils pouvaient être gérés ou relégués. Regardez le domaine de la psychiatrie, toutes ces évolutions. Et deuxième point, donc, est-ce que la question importante, c'est pas la question du devoir d'agir, et est-ce qu'en termes de responsabilité politique, il n'y aurait pas justement à susciter les conditions nécessaires, non pas uniquement pour agir, mais pour être dans la continuité de l'action. Parce qu'on voit aussi le cimetière des initiatives, c'est-à-dire des grandes créativités. Il y a des personnes dans un environnement donné qui se sont aussi usées dans une action qui n'a jamais eu de reconnaissance. Et on voit à quel point aussi la dignité de ces actions impose aux politiques au moins la reconnaissance. Et on voit en termes d'évaluation, en termes aujourd'hui de quantification, enfin, tout ce qui est mis en place pour dire ce projet est pertinent, il ne l'est pas, les faits au niveau de considération qui sont souvent très technocratiques, très économistes. Voilà. Et puis le dernier point, je voulais dire, on rendra hommage à travers ce séminaire, me semble-t-il, à des héros du temps présent. C'est les gens qui donnent envie de démocratie. Ce sont eux aujourd'hui, nous quand on va dans des EHPAD, je prends un exemple, quand on va sur le terrain, dans les interstices de la société, où les gens résistent profondément au niveau de valeurs que certains politiques ne donnent plus le sentiment de défendre, ça nous donne envie de démocratie. Donc il y a au niveau, et ça a été évoqué, du bien commun, au niveau de ce qui fait société, quelque chose d'extraordinaire dans cette créativité, dans cette générosité, y compris anonyme. Voilà. Donc c'était ces questions que je me permettais de vous poser. Quelle est la relation que vous faites entre pouvoir d'agir et devoir d'agir face à l'inacceptable, face à l'inconditionnel? Vous avez évoqué TD Carmonde, moi je le suis comme membre du conseil d'administration, donc je vois ce qu'est cette créativité à travers le projet de l'abbé Pierre et comment ça a été décliné. Je vois cette dimension politique, mais je vois des gens qui ne sont pas dans le sacrifice. Ils ont le sentiment que leur devoir, c'est de respecter les valeurs de la démocratie et les portent à un niveau élevé. Donc comment vous parleriez-vous de la notion de devoir d'agir? Alors, d'abord, effectivement, comme j'ai derrière moi 30 années de pédopsychiatrie en institution, j'ai vu tous les collègues qui, de bonne foi, savaient tout sur l'autisme, puisque vous avez cité l'autisme, et qui culpabilisaient les parents et qui enlevaient tout pouvoir d'agir parce que, voilà, ils savaient tout le savoir et l'autre. Et alors, effectivement, depuis le début, de par mon histoire plutôt personnelle, j'étais plutôt un peu de l'autre côté, non, instinctivement, je me suis de l'autre côté. Et j'ai fait un effort pour expliquer aux parents que
on ne savait pas. Je me répète, mais c'est ce que je faisais, c'est-à-dire de le dire, surtout, ne faites pas confiance, parce que vous allez vous trouver avec un grand psychotique ou un grand autiste qui a 18 ans, après d'avoir passé du docteur en tel, professeur en tel, il va revenir chez vous, c'est la réalité triste encore aujourd'hui. Et après 18 ans de vous foutre dehors du cabinet parce que, oh là là, ce qui se passe ici, c'est très secret, etc., on vous rend votre môme, on vous rend le paquet, c'est comme ça, et à vous de vous débrouiller. Alors donc, effectivement, les associations des parents des malades psychiatriques et des enfants autistes, comme ce qu'ils étaient l'épopée du premières années des SIDA, sont des moments dans lesquels, justement, les gens agissent parce qu'à un moment donné, ils ont conscience qu'il y a un non-savoir. Mais là, c'était quand même courageux, parce que ce non-savoir était un non-savoir de celui qui était doctoré pour savoir, n'est-ce pas? Et c'était quand même courageux. C'était courageux de dire, vous voyez, voilà, non, les mecs, ils ne savent pas. Il est en train de me dire ça, il ne sait pas. Et alors, c'était très difficile parce qu'en plus, vite fait, les psys fait les diagnostics. Voilà, une résistance névrotique, narcissique, parce que la blessure narcissique. Et c'est difficile de rester là, têtu, et dire non, il ne sait pas, il faut chercher. Et depuis donc 30 ans, j'ai travaillé toujours en disant il faut créer des circuits, il faut qu'ensemble on collabore pour voir comment on prend en charge la situation autisme ou la situation psychose, parce que personne ne sait. Bon. Le deuxième point, c'était avec le sida. Avec le sida, c'est passé quelque chose de très particulier, c'est-à-dire c'est que les malades du sida les premières années arrivaient à l'hôpital pour mourir. Et alors donc, comme le pouvoir médical se base sur la phrase de Pasteur, c'est-à-dire si tu souffres, je te soulagerai, tu m'appartiens, non? Je ne te demande pas ta race, ta religion, si tu souffres, tu m'appartiens, je te soulagerai, il a dit quand même. Enfin, comme il ne pouvait pas les soulager, parce que pourquoi on dit oui au bon docteur? Parce que tu m'appartiens, je te soulagerai. Alors il y a ce côté-là, il faut se laisser appartenir, n'est-ce pas? Posséder. Alors les homos, pour rendre hommage quand même à une communauté concrète, c'est-à-dire les homos, qui, ça faisait quand même très longtemps qu'on les diagnostiquait, on les lobotomisait, on les rééduquait. Ils arrivent à l'hôpital, ils disent « Je t'appartiens pas du tout, mon pote, parce que déjà, tu ne peux pas me soulager. » Et c'était des sortes de hackélars libertaires, les services de médecine générale, à cette époque-là, dans lesquels, effectivement, il y avait une prise de ces pouvoirs d'agir qui était de mourir dignement, quoi, de mourir dignement, au moins de s'accompagner. Et les Toubib, je vous assure qu'il faisait profil bas, c'est-à-dire même, c'était un peu bordélique, parce que je n'appartenais pas du tout au service de médecine générale, mais je venais là, bon, avec une grande liberté. Petit à petit, il y a eu un savoir du bon protocole, et c'est là où j'ai arrêté de travailler avec les services de soins palliatifs, il y a eu un protocole de la bonne mort, vous voyez. Donc c'est drôle parce que moi, pour mes équivalences, j'ai travaillé à la naissance à l'époque du joyeux bordel, non? C'est-à-dire il y avait des femmes qui criaient, d'autres accroupies, d'autres qui voulaient être médicalisées, c'était joyeux bordel. Et la médecine, la naissance et la grossesse étaient colonisées par du savoir, n'est-ce pas? Et il ne laisse aucune place à, voilà, mais c'est-à-dire, voilà, le savoir doit être là pour aider et non pas pour saturer, n'est-ce pas? Alors, vous naissez dans la bonne naissance, vous vivez dans la bonne vie bien surveillée, et vous mourrez dans la bonne mort, n'est-ce pas? Alors, voilà, la question c'est quand même, comment est-ce que nous pouvons nous sentir convoqués? Alors, pour dire ça, comment on peut se sentir convoqué? Je n'ai jamais trouvé une formulation plus claire et plus nette que celle de Beckett dans En attendant Godot, quand il y a, vous savez, les deux clodos qui sont là, et il y a l'autre, le gros, qui est par terre et qui appelle. Alors l'autre il dit, tiens, il nous appelle, il appelle à l'aide. Alors l'autre, non, le docteur allemand, il dit, cet appel s'adresse à l'humanité. Non, question de... Voilà. Et alors l'autre lui répond la phrase. Il dit, oui, mais tu sais, ici et maintenant, l'humanité, c'est toi et moi. N'est-ce pas? Et c'est ça, être responsable, c'est devoir agir. C'est-à-dire que pour essayer de devoir agir, il faut quand même être sensible
à cet appel et dire, ici et maintenant, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus de chefs. Alors les docteurs, il faut qu'ils soient là, c'est-à-dire, je ne vais pas être au chômage, c'est-à-dire, il faut qu'on soit là, mais comme un élément de plus pour les gens qui acceptent cet appel. Vous voyez, c'est-à-dire les flics du monde entier disent circuler, il n'y a rien à voir. Et la question, c'est, il y a quelque chose à voir et ça me regarde. Alors la question, c'est comment nous pouvons créer des lieux dans lesquels, grâce à ces déterminations du non-savoir, les gens peuvent accepter cet appel. Voyez. Mais pour cet appel-là, il faut quand même un tout petit peu d'air. Un tout petit peu d'air. Un tout petit peu d'air et de dire, toutes ces connaissances-là doivent mener à assumer l'appel qui est sous condition du non-savoir. Monsieur Aubert. Ouais, alors à moins qu'il y ait d'autres. Donnez la parole. Ouais. Juste après, je vous en prie. Ok. Rebondissez, puis Bon. monsieur, après, vous avez la parole. Oui, alors peut-être complètement sur un autre plan, mais en lien, j'ai l'impression. Il y a une chose qu'on avait observée on s'est beaucoup pris la tête dans le collectif Pouvoir d'agir pour essayer de comprendre, avoir l'air intelligent dans les séminaires et les conférences, mais je pense qu'on a pointé une autre évolution en tout cas en France, sur les 35 dernières années, et qui a à voir avec, qui est une sorte de paradoxe, en fait. La question que vous posiez, c'est est-ce que la société en France est prête pour ces démarches d'empowerment qui viseraient à l'émancipation, à la transformation sociale, etc. Eh bien, oui et non, parce que ça dépend ce qu'on regarde dans la société. Nous, on se disait, et je le disais tout à l'heure, finalement, le potentiel citoyen, il n'a jamais été aussi fort que maintenant. On va plus longtemps à l'école, on a accès à des sources d'information. Moi, je me rappelle, il y a 40 ans, quand j'étais gamin, il y avait 2 chaînes de télé en noir et blanc, et puis voilà, et tout le monde n'avait pas la télé. C'était il y a 40 ans, c'était pas au siècle, c'était pas au 19e siècle. Donc, on a un potentiel qui est énorme. Par contre, ce qui s'est effondré, c'est les endroits où on s'entraîne à être dans du collectif. C'est ce qu'on a appelé souvent les corps intermédiaires. C'est-à-dire toutes ces organisations qui, quand moi j'étais jeune militant, si on mettait bout à bout les endroits qui étaient animés par l'Église catholique, les endroits qui étaient animés par le Parti communiste, les endroits dans certaines régions qui étaient animés par le Parti socialiste, dans le nord de la France par exemple, il y avait des dizaines de milliers d'endroits où chaque semaine, des centaines de milliers de personnes avaient des pratiques collectives, qui étaient sur des plans différents, mais où il y avait cet entraînement à, quand on est face, pour faire vraiment un lien fort avec ce que tu disais, face à quelque chose, quoi que ce soit, une envie, un problème, quelque chose qui se passait, eh ben, il y avait cette espèce de réflexe facile on avait des lieux collectifs où on pouvait en parler et voir ce qu'on pouvait faire. Alors après, c'était plus ou moins manipulé, tout ça, mais en tout cas, on avait cette pratique-là. Ça s'est complètement effondré. Et d'ailleurs, je pense qu'on a vécu, avec la dernière élection, le dernier cycle électoral, la fin de ce cycle où ces corps intermédiaires du côté des organisations politiques, mais il y a la même chose du côté des syndicats, sont des organisations où il n'y a plus de base, où il n'y a plus que des pros, des permanents syndicaux professionnels, des politiques professionnelles ou des gens qui bossent pour les politiques, et où il n'y a plus rien qui vit en dessous. C'est-à-dire qu'ils sont débranchés. C'est pour ça que ça peut s'écrouler aussi facilement. Il y a un côté URSS, en fait, dans ces gros machins-là, qui ont maintenu l'illusion qu'ils étaient vachement forts jusqu'au moment où ils s'écroulent, et en fait, personne gueule parce qu'il n'y a plus personne dedans. Et là, je pense qu'il y a une clé. Enfin, c'est une tentative un peu optimiste de lire la situation. C'est que du côté des, comme on disait dans mon jeune temps, des superstructures, non, c'est pas prêt du tout, et ça résiste, et ça veut pas du tout favoriser de l'émergence, etc. Par contre, du côté du potentiel de la base, ça n'a jamais été aussi fort. Et pour le coup, je regarde quelques-uns d'entre vous. Moi, je crois à fond aux moins de 25 ans. La génération qui arrive là, au moment où justement ça s'écroule, au moment où ces endroits qui étaient devenus des freins
justement. Et en lien avec ce que tu dis, où il y avait l'illusion de la réponse, où il y avait l'illusion que nous, on sait, on va le faire pour vous. Tout ça est en train de s'écrouler, ça libère, alors ça crée de l'insécurité, ça libère de l'espace, et je pense qu'il y a une génération qui arrive et qui se conscientise là, et qui va nous secouer la tête et nous remettre en route, justement, parce qu'eux, ils ont l'urgence. Et moi, je l'ai senti, la question écologique. Alors, on ne dit plus comme ça, mais voilà. Ça a été un vrai accélérateur, parce que là, il y a une évidence pour cette génération que s'ils ne s'en occupent pas, et s'ils attendent que ce soit ma génération qui s'en occupe, c'est très mal parti. Et qu'il faut qu'ils s'en emparent et qu'ils fassent des choses. Donc leur devoir d'agir, il est en train d'émerger. Pour l'instant, il n'y a pas les cadres, les organisations qui vont avec, mais voilà, moi j'ai plutôt... je pense qu'on danse sur le volcan, mais qu'il y a quand même une possibilité peut-être de prendre des chemins. Toi, tu as pris des Prozac, toi. Hein? Toi, tu as pris des Prozac avant de venir. Ah ben, tous les jours, tous les jours. Bien. Je propose que la salle ait le pouvoir de questionner. Monsieur. Lors des dernières élections de cette année, aussi bien présidentielle que législative, il y avait des demandes très fortes des personnes en situation de handicap pour participer. La France, en plein XXIe siècle, est le pays où il y a le moins d'élus en situation de handicap. Je crois qu'il y en a un ou deux. Il n'y a eu quasiment pas de candidats en situation de handicap. Il n'y a pas de ministre en situation de handicap. Il y avait une demande très forte de la part de personnes. Il y avait les bonnes intentions du défenseur de droits, mais cette incapacité de partis politiques, même avec un grand cœur, des gens de gauche qui voulaient aider ces pauvres petits handicapés, entre guillemets, ils n'étaient pas capables de comprendre que pour aider, il fallait déjà qu'il y ait un accès au contenu des campagnes politiques. Et ils n'étaient pas capables de faire en sorte que tous les discours soient en langue française de signes ou en français facile à lire et à comprendre, etc. Ça les dépassait complètement. Le fait que les personnes en situation de handicap intellectuel disent « moi aussi je veux voter, moi aussi je veux participer », ça les dépassait complètement. Et donc, si on continue à ne pas remettre en question cette approche hyper médicalisée dans le cas concret du handicap, on va nulle part. Merci. Moi, je crois que la question de l'handicap pose un problème fondamental de quelle société nous voulons. Parce que l'étiquette handicapé est une étiquette qui inévitablement chosifie et objectivise. Parce que l'handicapé n'est plus dans un monde ouvert des possibles. L'handicapé est quelqu'un qu'on marque son manque à être. C'est ce qui est arrivé à nos compatriotes indiens en Amérique latine quand Fray Bartolomé de las Casas a déterminé que les Indiens étaient des humains. Non, c'était une bonne nouvelle, quoi. C'était pas des animaux ni des pierres, mais à l'humanité inaccomplie. Ça, c'est la base du racisme, de la ségrégation, parce que pour t'accomplir l'humanité, je ne te dis pas, tu vois. Alors donc, moi je pense que le problème avec l'étiquette handicap est que c'est une étiquette qui chosifie et qui marque la route de tout ce qui peut désirer un handicapé. S'il est sourd, il veut entendre, s'il est aveugle, il veut voir, s'il est paralysé, il veut marcher. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que c'est pas sûr que l'objectif maximal d'un sourd soit entendre, d'un aveugle voir, ou d'un paralysé marcher. Parce que ça marque la vie de quelqu'un d'une façon univoque, donc c'est plus une vie, c'est une survie. Alors moi je pense que la question de donner du pouvoir d'agir, plus il s'adresse à l'individu, plus il casse les liens sociaux. Parce que notre société doit pouvoir accepter la fragilité partagée et ne pas parquer la fragilité dans des gens qui sont étiquetés handicapés. Parce que c'est le monde de l'apartheid des losers et winners, non, dans lequel les handicapés ne peuvent être que des losers qui se comportent bien.
Alors moi je crois que ça exige vraiment une forte réflexion théorique et pratique avec des pratiques nouvelles dans lesquelles justement on puisse mettre en cause ces points de vue de qu'il y a des handicapés. Vous voyez, c'est-à-dire personne dirait que les grands Cervantes étaient un handicapé. N'est-ce pas? Et bien, les grands Cervantes, à la bataille de Lepanto, il avait perdu un bras. Et qui dit que c'était un handicapé? Vous voyez? Et Dali, il a échappé au diagnostic, sinon Dali aurait été un peintre schizophrène. Ça veut dire quoi un peintre schizophrène? Ça veut dire quelqu'un que sa peinture est un symptôme. Comme la vésicule biliaire produit la bile, les schizophrènes produisent des peintures. Comme Dali, il a juste passé avant qu'arrive le diagnostic, il était donc moi je pense que la question de l'handicap il doit se poser en question de refuser justement de dire qu'est-ce qu'on va donner aux handicapés. Moi je pense qu'il faut quand même poser la question sur ce partage de la fragilité et une redistribution de la fragilité, il me semble, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si je réponds ou pas à votre question, en quoi que ce soit, mais effectivement, la médicalisation de l'handicap, on fait aux handicapés ce que demain on fera à tout le monde. On commence par médicaliser l'handicapé, et après, on médicalise les femmes enceintes, les mourants, les naissants, vous voyez? C'est-à-dire, alors donc, la vérité, c'est qu'il faut quand même un tout petit peu dénoncer cette histoire de qu'il y a des handicapés, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu... entre autres, aussi ça mène à des pratiques eugénistes, n'est-ce pas? Bon, c'est vraiment un chantier qu'il faut voir éthiquement et socialement, non? Alors le temps presse, malheureusement. Nous avons 2 questions dans la salle, monsieur. J'ai un autre optimisme que le vôtre. Bon, je viens d'une même formation, à gauche pas très tolérante, et heureusement, j'ai été rééduqué par les filles de Black dans des groupes militants pratiquant les avortements en militant, c'était interdit à l'époque. Et donc c'est une bonne rééducation. On a des objectifs qui sont beaucoup plus précis. On ne veut pas le grand soir, on veut que ça change. Et ça a changé d'ailleurs. Et après, dans ma pratique, quand j'ai une pratique plutôt scientifique et médicale, j'ai travaillé pour les associations de malades. Et pendant 9 ans, comme conseiller, j'étais au service de et là, on apprend aussi les choses. C'est-à-dire que ce pas des gens qui sont du mauvais côté du manche, c'est des gens qui ont reçu un coup de manche. Ils sont malades. Et là, ils sont bien aussi dans cette situation de difficulté. Et c'est vraiment un lieu, vous parliez des corps intermédiaires, une association de malades, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il peut se passer des choses. Et pour revenir à cette situation d'empowerment et savoir expérimenter, est-ce qu'on peut un petit peu combiner les deux, faire les choses? C'est ce que j'essaye de faire, ce que j'essaie de faire à l'INSERM, c'est-à-dire que j'ai pas d'objectif pour les associations. Elles en ont largement assez. Par contre, même si on n'a pas une idée de faire le grand soir, des grands coups, on peut faire des coups. Des actions, aider les gens à faire des coups. Ponctuellement. Alors des bons coups, des mauvais coups, mais faire des choses. Et pour ça, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui est handicapant pour les gens qui sont justes dans la douleur, dans le malheur ou du mauvais côté, c'est qu'ils n'ont souvent pas les clés, le vocabulaire, les concepts. Et donc, on a proposé, mais si vous voulez, on fait des formations où on vous apprend à comprendre ce que disent les autres quand ils parlent de vous. Donc, à avoir le vocabulaire, le concept, dans des domaines. Et alors, on le fait sur spinning. Quand on a choisi un domaine, on monte la formation avec d'une part des scientifiques, d'autre part des représentants associatifs, parce que les scientifiques ils vont dire mais s'il n'y a pas ça, ça et ça, ils ne seront pas efficaces. Et puis les gens des associations, ils disent on ne viendra pas si vous ne parlez pas de ça, ça ou ça. Okay? On le monte ensemble et ça fonctionne. Je veux dire qu'on n'est pas dans la bienveillance, on est dans la connivence. Ça marche pas mal. Et en fait, quelquefois, on vient me chercher après, prendre par la manche, en disant il y a un truc là, on est avec tel professeur, on ne pourrait pas regarder ensemble comment débloquer. Et donc ces lieux, en fait, les corps intermédiaires, ces lieux de discussion et d'échange, ils existent. Et bon, au moins les associations de malades, dans le domaine où je suis, et ceux que je connais, ça fonctionne assez bien. Il n'y a pas que des jeunes, malheureusement.
mais il y a quand même les jeunes aussi, et à partir du moment où eux ont des actions précises, des goûts, pas changer, on ne sait pas guérir forcément parce qu'il y a une maladie, on n'a pas forcément de ressources thérapeutiques. Par contre, changer un truc parce que la prise en charge sociale ne fonctionne pas, parce qu'à l'hôpital ça ne marche pas, parce que ça peut marcher. Et donc, je pense que vous parliez d'émancipation, je pense que ça existe encore. Que la formation, le côté émancipateur, l'émancipation. Il y avait un journal qui s'appelait avant de l'Institut, qui s'appelait l'École libératrice. Donc, cette démarche émancipatrice, ça peut être une sorte d'empowerment, mais où les gens après, ils ont tout leur savoir expérientiel, on en bénéficie aussi, on apprend des choses pendant tous ces trucs-là, toutes ces formations, ces séminaires, et je pense que c'est une façon, peut-être que je suis naïf, mais un peu optimiste de voir les choses. J'ai écouté attentivement ce que tu dis aujourd'hui et j'entends donner le pouvoir d'agir et pas prendre le pouvoir d'agir. J'entends la base, les corps intermédiaires, quand même les mal, je vous rassure. Donc moi j'espère qu'une chose effectivement, c'est qu'il y a une génération qui arrive et qui n'aura pas les mêmes qui n'aura pas les mêmes repères. Je ne vais pas vous parler de nuit debout, on les a trouvés peut-être cette année, nulle part, etc. Mais eux, ils mettent en œuvre effectivement un mode participatif qui vaut ce qu'il vaut, qui nous est tous très exotique si on a encore des repères d'avant, en quelque sorte. Je reprends l'invitation que nous a fait tout à l'heure Emmanuel Hirsch d'aller voir les travaux de l'association Ding-Dang-Dong des malades de la nouvelle de Newton. Effectivement, cette capacité, ce désir d'agir en fait. Puisque quand on est même dans le mot empowerment, on peut se poser la question, alors c'est un terme en anglais donc c'est un peu difficile, mais il y a cette idée de donner le pouvoir d'agir comme une sorte de top-down, enfin, dans une structure pyramidale qui bientôt ne fera plus kiffer qui que ce soit. Voilà. C'était pas une question, c'était juste une remarque sur le fait que on a des postures à changer dans cet univers-là et qu'il y a du pouvoir d'agir à prendre et pas à donner. Je me retrouve bien dans les paradoxes justement dans lesquels on est. Et puis je pense qu'il faut accepter à un moment que notre temps a passé. Moi j'en suis là, clairement. Donc moi j'ai abandonné maintenant. J'ai été beaucoup fasciné par le pouvoir pendant longtemps. Maintenant, ça va, je suis tranquille là-dessus. Et je me retrouve un peu dans cette idée, je pense que je peux peut-être filer un coup de main pour accélérer le fait que les autres prennent le pouvoir. Les autres, c'est les jeunes, la jeune génération. Donc moi, j'ai passé pas mal de temps ces dernières années à filer un coup de main. Et donc à m'interdire, à leur dire sur quoi ils doivent aller, comment ils doivent le penser, et amener, par contre, on peut faire gagner du temps. C'est plus quasiment une posture de complice et un peu d'entraîneur, voilà. Mais l'entraîneur, c'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc voilà, moi j'assume maintenant d'être dans ce moment-là, donc je suis très d'accord avec ça, parce qu'à un moment, on peut tourner ça comme on veut. Moi, ça fait 40 ans que je suis militant. Cette histoire-là, elle m'a matricé, enfin voilà, mon mode de pensée, même si j'essaye de rester un peu éveillé, ben voilà, je suis un mec de ma génération. Et je suis de l'ancien monde, pour le coup. Moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'il y a un nouveau monde. Et peut-être qu'on a du mal à le voir parce qu'on ne comprend pas tout et que voilà, il y a des choses nouvelles qui sont en train de bouillir. Là, moi, je suis assez fasciné par ça. Je sais que je ne serai pas dedans et ça ne me pose pas de soucis. Peut-être une dernière question, madame? On ne questionne plus. On nous donne des réponses qu'on ne veut pas forcément. Et en fait, il nous manque la marche à suivre, s'interroger sur nos pratiques et tout ça. Donc c'est clair que voilà. Je pense qu'on est dans un groupe non autonome tous. Je suis Jean-Luc Simon, je représente le mouvement international des personnes handicapées, celui qui est à l'origine du slogan dont vous parlez, qui est lui-même une reprise d'un vieux slogan mémonite au Canada. Donc c'est vraiment un slogan citoyen. Rien sur nous sans nous, ça veut dire je veux décider de ma propre vie. J'étais beaucoup intéressé par les deux premières interventions, un peu ennuyé par la fin. Intéressé parce que vous avez mis des mots sur ce que je cherche à comprendre, et je commence à comprendre depuis une trentaine d'années que je suis dans un fauteuil roulant, après avoir été un professionnel, donc après avoir changé de place. Et ça m'a beaucoup éclairé parce que vous avez mis des mots, notamment M. Bensaer, sur la façon dont vous pouvez percevoir
comment je souffre de mon handicap, et dont moi je m'aperçois que je souffre de discrimination. Et donc là, on voit bien qu'il y a ces deux choses qui ne visent pas la même chose. Et je crois que nous sommes enfermés dans cette chose-là, dans cette erreur-là, dans cette erreur de perception, et tous mes efforts aujourd'hui, ils sont menés pour sortir de ça. C'est-à-dire que le plus difficile pour moi aujourd'hui, après 30 ans, 40 ans bientôt de vie dans un fauteuil roulant, je le dis d'une façon un peu brutale, mais c'est très illustratif de ce qui a été dit, de la réalité, c'est de me débarrasser de l'aide d'autrui. C'est-à-dire de me débarrasser de celui qui me veut du bien et qui pourtant, avec tout le bien qu'il voudrait me propose des barrières dont je voudrais me débarrasser. Donc une prison dont je n'arrive pas à me défaire puisqu'il me veut que du bien. Comment je peux me battre contre quelqu'un qui me veut que du bien? Donc tout ça, c'est la grande difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons aux manettes. Prendre le pouvoir, effectivement prendre le pouvoir. Nous devons prendre le pouvoir sur nos vies. Mais tout ça, ça ne peut se faire que dans l'ombre. C'est-à-dire, il faut mettre les gens qui en ont besoin dans la lumière, mais notre boulot d'animateur, pour être animé, c'est peut-être bien justement ça qui n'est pas digitalisable. C'est cet anima, cette volonté, cette révolte. C'est des mots qui m'ont manqué dans votre discours. La révolte, le désir, c'est ça que nous cherchons à faire naître. À partir du moment où nous avons fait naître le désir, la révolte, l'homme est en route et l'homme se redresse. L'homme est debout, il est autonome et il va vers l'autonomie. C'est ça que nous cherchons à mettre en route. Et pour mettre en route ça, il n'y a que le groupe dont vous avez parlé. Il faut être membre du groupe, se rapprocher du groupe et se refermer sur le groupe avec un seul objectif, c'est d'en sortir. C'est-à-dire se refermer sur le groupe pour trouver la force pour pouvoir vivre l'autonomie dans le groupe collectif, c'est-à-dire la collectivité, parce que vivre dans la collectivité, avec une différence qu'elle soit de capacité ou qu'elle soit de genre ou qu'elle soit de race, non, pas de race, de couleur, c'est difficile. C'est difficile tous les jours, c'est un combat tous les jours. Et pour se ressourcer, le groupe de semblables, le groupe de personnes, de pères, de personnes handicapées, il est salvateur, il est celui qui me sauve, et celui qui m'a sauvé. Et c'est donc celui que je cherche à transmettre. La seule possibilité pour ça, c'est de travailler dans l'ombre. C'est-à-dire que les choses se font dans l'ombre. Et la révolution, ou l'évolution dont vous parlez, que vous attendez, que nous attendons tous, elle est en train de se faire. Allez voir dans les groupes qui sont sur Notre-Dame-des-Landes, allez voir dans tous les groupes de marginaux qui sont dans leur bus et en train de construire des maisons en terre et qui s'échangent des savoirs et des savoir-faire. Ceux-là, ils sont en train de construire un monde nouveau, mais nous ne le savons pas, parce qu'il est construit dans le silence, et c'est ça qui va nous sauver. Merci. Peut-être, compte tenu de l'heure, je suis désolé. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement les deux conférenciers qui ont su articuler à la fois la théorie, la recherche, la réflexion et la démarche expérientielle. Je crois que c'était un débat extrêmement riche, mais malheureusement qui est beaucoup trop court. Merci à tous.